Bonjour, chers amis, nous sommes ici pour parler de la vente Tricchetti. C'est ce fonds que nous vendons le 12 février à Drouot. Et pour cela, je suis content que vous soyez autour de la table pour parler avec moi de tout ça. Nous avons Augustin de Bézère qui vient représenter le cabinet de Bézère pour la partie dessin. Nous avons Alexandre Lacroix et Elodie Janest qui viennent nous parler des sculptures, puisque c'est une grosse partie de ce fonds Tricchetti. Et tout ça présenté le 12 février chez Adair, la maison de vente. Et donc tout commence par un inventaire comme ce que nous faisons habituellement, avec ou en présence ou sans les experts, quand ça dépend si on est un petit peu informé au démarrage de ce qu'il va y avoir. Et là, il s'agit d'aller faire un inventaire dans un château dans la région de Montargis, à Conflans-sur-Loing. Et ce château incroyable n'a pas bougé depuis plus de 100 ans, hein, puisque les derniers travaux en date ont été entrepris par la fille d'Henri Tricchetti, qui s'appelait Blanche, et qui a fait ces travaux. Elle les documente dans ses écrits entre 1883 et 86. Et le château appartient à la famille Tricchetti depuis la fin du XVIIIe. Je me souviens en tout cas que tu m'as appelé, ça doit être, tout début septembre, j'étais encore en vacances, j'étais en maillot de bain et tu m'as appelé en me disant: «J'ai un» ouais, tout début septembre, ouais. Et tu m'as dit: «J'ai un truc qui est vraiment bien, très sympathique, il faudrait qu'on se voit rapidement», mais tu as pas voulu m'en dire plus, mais j'avais senti que tu étais bien excité par le sujet et c'est vrai, on s'est rendu compte après quand on a ouvert tout ça, quand on a commencé à regarder, qu'il y a un foisonnement de courants, d'idées, de personnages, enfin c'est un dossier qui a été bluffant de découvertes, de fils à tirer et on s'est vraiment, vraiment éclaté tous ensemble avec ça. Oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire. C'est que Trichet donc a eu 2 enfants. Mmh. Le premier qui était Édouard et qui est mort d'un accident tragique, puisqu'il a Sur les été Champs-Élysées. sur les Champs-Élysées, il a Mmh. essayé d'arrêter Un une cheval qui est emballé. il s'est emballé, il s'est pris le cheval dans le corps et il est mort. Et donc ça, c'était le drame de la famille, Tricchetti. Et puis il y avait une fille, Blanche de Tricchetti, qui était une beauté, une des grandes beautés de la fin du 19e, qui est morte aussi d'ailleurs très jeune, hein, d'une phtisie, enfin elle avait des affections pulmonaires, Une donc vraie maladie romantique. une vraie maladie romantique. Et c'est une femme dont on va avoir l'occasion de parler, puisqu'elle tient une grosse partie de ce catalogue et qui n'a pas eu d'enfant. Donc il n'y a pas eu d'enfant du côté Tricchetti. Et Blanche de Tricchetti a eu bon goût de se marier 2 fois. Et son deuxième mariage, enfin, elle s'est mariée avec un personnage aussi haut en couleur, qui s'appelait Edward Lee Child, qui était le neveu de du général Lee, qui venait juste de terminer un héros romantique aussi, parce que évidemment, il était du mauvais côté La de garde la guerre de ouais. sécession. Mmh. Et la guerre de sécession, elle se termine en 1865 et Blanche se marie avec Edward Lee Jones, qui était Edward Lee Child, qui était vraiment un un beau personnage américain, et qui était très élégant, et je pense qu'il devait collectionner un peu les femmes d'ailleurs. Donc elle se marie avec lui. Elle se marie avec lui en 1868, c'est-à-dire 3 ans après la guerre de sécession, en 69. Ils vont visiter le général Lee en ces terres américaines. Mais surtout, ils n'ont pas d'enfant. Donc elle n'a pas d'enfant. Et donc tout ça va passer à Edward Lee Child lorsque Blanche de Tricchetti décède en 1886. Et puis lui-même va se remarier donc avec cette Marie de Sartige, une famille d'ambassadeurs absolument incroyable également. Et ils vont pas avoir d'enfants. Et donc Marie de Sartige va survivre à Édouard Lichal, qui va décéder, mourir dans, je crois, 1911 ou 1912. Et puis elle va vivre jusqu'en 1944. Elle meurt sans enfant. Et donc tout ça, c'est une famille sans enfants, et ça va partir à la famille, ça va rester dans le giron de la famille Sartige. Et le miracle, alors qu'il y a pas vraiment d'attache familiale avec les Tricchetti, et ils vont tout garder. Ils vont tout garder dans ce château, château de la Vallée au Bois dormant, qui a pas bougé, qui est resté intact, la décoration est restée intacte. Et donc c'est le plaisir du commissaire-priseur d'aller faire cet inventaire et donc de découvrir l'art de Tricchetti. Moi, commissaire-priseur, le nom m'était familier parce qu'il y avait une belle exposition à Montargis et à Orléans, et moi j'ai une maison du côté de Montargis, donc j'étais un petit peu familier de ce nom, de Tricchetti, mais pas plus que ça. Et il a fallu avoir votre œil avisé pour mesurer l'importance
de ce personnage, à la fois dans les grands décors, mais également dans les choses plus intimes, Mmh. peut-être. C'est vrai que dans les dessins, en tout cas, on a la chance parce qu'en fait, au fin du 19e, la famille Trichetti avait donné, je pense, tout ce qui était en feuilles, tout ce qu'ils avaient en feuilles dans la famille avait été donné au musée des Beaux-Arts à Paris, et donc qui a une énorme collection de dessins de Trichetti. Et tous les dessins qui sont restés au château étaient dans des albums, donc je pense que c'est la partie des dessins qu'ils avaient peut-être pas trouvé pour les donner ou qui avaient été mis de côté par la famille pour être gardés par eux. Et donc sur le marché aux enchères, en tout cas, il y a très peu de dessins de Trichetti qui sont passés depuis les 30 ou 40 dernières années. Et le fond, quand ça arrive en album, c'est toujours assez impressionnant parce que on se dit qu'il y a 100, 200 dessins, mais dans les albums, ça paraît moindre. Et après, en même temps, dans les albums, on découvre des feuilles assez extraordinaires. C'est un mélange, c'est toujours des mélanges un peu. Les familles collent tout ce qu'ils ont trouvé dans les ateliers. Et après, il y a des albums où c'est l'artiste lui-même qui va compulser un album pour une commande, pour quelque chose qu'il veut faire. Et ça, on redécouvre des commandes soit réalisées, soit pas réalisées. Et tout le schéma et tout la pensée créatrice de l'artiste qui s'ouvre devant vos yeux et de façon intacte, parce que les feuilles sont en parfait état. Et pour nous, la grande surprise, ça a été ce très beau corpus de sculptures et ce choc esthétique devant cet ivoire extraordinaire qui est un véritable chef-d'œuvre de l'art de l'ivoire du 19e siècle et que la famille avait conservé précieusement, jalousement, dans l'intimité du château. Ça a été vraiment le cadeau de la rentrée et de la saison, parce que c'est tellement rare et tellement beau et tellement finalement inconnu. Cet art de Trichetti, de l'art de l'ivoire, était très peu connu et le corpus est encore très limité. Peut-être qu'il en existe d'autres dans d'autres familles, mais ça a été une révélation. Alors j'ai une petite anecdote, pardon, juste sur cet ivoire qui n'apparaît pas dans le catalogue, donc je la livre ici en direct pour vous. C'est qu'en fait, cet ivoire a été volé à la famille, donc au château du Pertuis. Il y a eu plusieurs vols, et dont cet ivoire qui a disparu un jour des collections. Et la famille Sartige a fait tout son possible pour le récupérer. Et à un moment donné, la sculpture est réapparue sur le marché. Et ils ont fait intervenir la police et ils ont pu récupérer l'ivoire. Mais comme l'ivoire avait fait l'objet de plusieurs transactions privées entre le voleur et les différents dépositaires, dont le dernier dépositaire, l'ambassadeur, enfin le comte de Sartige, a dû racheter la sculpture et la récupérer. Il faut dire l'attachement de cette famille qui n'avait pas d'attache vraiment avec enfin, pas d'attache directe avec les Trichetti, mais qui était tellement attachée à cette œuvre, à conserver ça, qu'ils ont racheté au dernier propriétaire la sculpture en question. C'est pour ça que c'est grâce à quoi on peut l'avoir dans cette vente. Parce que Trichetti, le baron de Trichetti, pourquoi il n'y a pas tellement d'œuvres sur le marché, pourquoi il n'est pas très connu, c'est que c'est un type qui n'avait pas besoin de gagner sa vie. Il était très riche et c'était un sculpteur qui travaillait que pour des commandes très prestigieuses. Il a fait au final très peu de choses pour le commerce. Donc il y a peu de choses sur le marché. Donc c'est un artiste très important parce qu'il a la charnière, il est à la fois romantique, il va partir en Angleterre, en Allemagne. C'est un artiste important mais qui a peu produit, donc il y a peu de choses sur le marché. Et puis c'est vrai que c'était un artiste qui avait la culture classique. On en voit, il y a plein de copies d'après les maîtres, comme faisait Delacroix à la même époque, comme faisait Ingres. Et on voit qu'il est méticuleux jusqu'au bout, parce que pour toutes ses créations, toutes les aiguilles, on a pas mal de dessins d'aiguilles. Il construit un premier dessin avec ce qu'on appelle des papillons, donc des collages de papier sur les bandes de l'aiguille, pour montrer un peu les différentes possibilités qu'il va donner à son commanditaire. Et après, on a le dessin final où en fait, il fait un dessin très fini, très fignolé, avec plus de papillons, plus rien, pour montrer au commanditaire ce qu'il va avoir normalement après en trois dimensions en sculpture. Il y a notamment l'aiguille du duc d'Aumale qui est perdue, et donc on a uniquement une toute petite sculpture, et en fait on la retrouve sur deux dessins là de la vente, où effectivement elle est sur le bord de l'aiguille, et en fait on ne savait pas à quoi ressemble l'aiguille, et puis grâce à ce fond et avec ces dessins-là, on retrouve comme ça des choses perdues, et ça va peut-être nous permettre de retrouver d'autres choses, que l'aiguille avait dû être fondue en partie, mais pas en totalité. Et donc, il y a d'autres morceaux qu'on va peut-être redécouvrir et qui vont peut-être réapparaître. Parce que tu parles du duc d'Aumale, c'est marrant parce que Trichetti, il était sculpteur, c'était un grand artiste, mais c'était aussi un expert, un marchand, un courtier. Il était dans toutes les salles des ventes. Et pour le duc d'Aumale, qui était un de ses grands commanditaires, il allait dans les ventes parce que le duc d'Aumale était en Angleterre et lui, il venait dans les ventes à Paris et il allait chercher des objets, des tableaux de la Renaissance, plein de trucs. Il était hyper érudit, il connaissait la Renaissance sur le bout des doigts.
Et on a des courriers, des lettres qu'il échange avec le duc d'Aumale, et on retrouve ce qui se passe encore aujourd'hui à Drouot, des intrigues de salle des ventes. Moi, je te laisse le Poussin, j'achète le Raphaël, je te laisse cette sculpture-là. Et Trichetti, il est au courant de tout ça, il tire les ficelles, et c'est D'ailleurs, un personnage très présent. et d'ailleurs, il a fait acheter des fonds qui sont maintenant musée Condé, à Chantilly, enfin, pour la famille d'Orléans, dont il était vraiment le sculpteur, en donnant comme argument, attention, si vous ne l'achetez pas, c'est les Anglais qui vont les acheter. C'est donc il y a déjà cette compétition avec le British Ouais. Museum. Attention, il faut surtout pas que les Anglais achètent. Et souvent, les décisions étaient. Parce qu'il est beaucoup en Angleterre. Il est marié avec la fille d'un grand sculpteur anglais. Il a des attaches en Angleterre. On verra tout à l'heure il va s'occuper de la chapelle du Prince Albert à Windsor. Mais il connaît bien tout ça. Il se joue un peu, il fait monter les enchères. Et c'est assez marrant. Toutes les lettres de son côté marchand, expert, courtier est super intéressant aussi. Et collectionneur, parce Et qu'il a collectionneur, bien c'est une sûr. très très grande collection de dessins anciens Et de qui peinture de la Renaissance sera italienne. vendue et donnée et qui sont dans tous les grands musées du monde, hein. Il y avait tous les plus grands noms, les Raphaël, les Michel-Ange, Léonard. Il avait vraiment aussi pour lui-même une collection assez impressionnante. Et dans son art, il y a cette érudition, on la ressent complètement, parce que dans toute sa sculpture, on voit qu'il connaît parfaitement la Renaissance, il utilise des trucs de sculpteur de la Renaissance, il connaît parfaitement l'Antiquité, il utilise aussi l'Antiquité, et à la fois c'est un sculpteur très moderne, parce que c'est un sculpteur romantique qui crée une nouvelle, des objets à la limite de l'art décoratif et de la sculpture, et à cette époque c'est très très novateur, et tout ce qu'il va faire à la chapelle en Angleterre aussi, c'est très novateur. Il est à la fois très érudit, c'est un ancien, il connaît, il sait, il a un métier, il connaît ça par cœur, et en même temps, c'est un type très, très moderne. Donc Tricti suit la famille d'Angleterre, suit la famille d'Orléans lorsqu'elle part en Angleterre en 1848. Et elle va faire connaissance avec un certain nombre de membres de la famille royale d'Angleterre. Et notamment, il va beaucoup se lier avec la princesse Victoria, qui porte le même nom que la reine Victoria, Qu'on appelle Vicky. dont on va peut-être avoir l'occasion de parler tout à l'heure. Et notamment, tous ces gens-là vont être liés par des événements tragiques, hein. J'ai dit tout à l'heure que Tricti avait perdu son fils de manière tragique. La princesse Victoria perd un de ses enfants aussi de manière tragique. Et la reine Victoria va perdre son mari, le prince Albert. Alors pas de manière tragique, mais c'était un couple qui était quand même très uni. Et il y a une espèce de il se retrouve un petit peu sur cette histoire du deuil, c'est un peu aussi la grande spécialité de Tricti, puisqu'on n'en a pas trop parlé, mais Tricti est surtout très connu aussi en France pour avoir réalisé le gisant du duc d'Orléans, hein, qui est aussi mort d'ailleurs dans un accident de cheval, hein, Ah, je sais pas, exactement pareil. comme son fils Édouard. Ouais, c'est lié. Et donc, lorsque le prince Albert décède, il va y avoir en Angleterre, ça va être un énorme émoi, et la princesse et la reine Victoria, avec sa fille, la princesse Vicky, donc Victoria, vont tout faire pour créer vraiment un mémorial autour du prince Albert. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça fait l'objet de tractations, de compétitions entre les Anglais, les Français, notamment sur qui pourrait approcher la famille d'Angleterre et qui serait choisi pour le décor. Et à la demande insistante de la princesse Victoria, qui à ce moment-là est déjà partie en Prusse, puisqu'elle est devenue princesse de Prusse, future mère de Guillaume II, de Wilhelm II, le Kaiser. Et donc ils vont tout faire pour que ce soit Tricti qui... Elle a sans doute pris des cours de sculpture avec Trichetti, il se connaissait vraiment bien. Lui, il va la voir quand elle est à Berlin, justement pour négocier cette histoire de chapelle. Il veut vraiment avoir le projet. Il s'embrouille avec l'architecte qui s'appelle Scott de mémoire. Il bataille vraiment, c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur, et il va y arriver. Et il va y arriver. Et après, ça va l'occuper pendant 10 ans. Cet immense projet de la chapelle Wolsey va l'occuper pendant 10 ans. Il va perdre contre Scott le concours pour avoir le monument à l'extérieur du Prince Albert, dont on a un superbe album avec toutes les esquisses de ce qu'il avait eu lui en tête pour le réaliser. Et entre nos audits, ça aurait été beaucoup mieux T'as- ce qu'il y a actuellement. Ouais, on va pas le dire. Que nous. Mais je suis assez d'accord. Ce chantier, c'est aussi l'occasion pour lui de mettre en application toutes ses recherches, notamment sur la redécouverte des techniques de l'Antiquité, avec son décor en tarsia, qui est homologué effectivement contre la volonté de l'architecte, qui trouve que le décor est beaucoup trop encombrant par rapport à ses volumes. C'est l'œuvre de sa vie.
10 ans, 10 ans, et Mmh. puis on a la chance, on va vendre des esquisses préparatoires. On va être dans le work in progress de cette chapelle, dans cette vente-là, parce qu'il y a des passages, on comprend ce qu'il veut faire, et on vend des petites esquisses de la grande chapelle Wolsey pour le prince Albert à Windsor, ce qui est quand même assez incroyable. C'est ça qu'on a quelques dessins pour la chapelle et on en a 5 et ce qui est amusant, c'est que c'est en plus 5 techniques complètement différentes. C'est-à-dire qu'on a 5 dessins dans le processus créatif qui sont un calque. C'est-à-dire qu'au 19e, on va beaucoup travailler le calque pour, refaire, refaire et refaire toujours en changeant des petites choses, pour changer des petits détails. Qu'on a un calque qui est assez typique du processus créatif. Après, on a un dessin complètement définitif qui est vraiment le dessin de présentation qu'on va montrer à la reine, sûrement pour qu'elle valide, le décor qui va être exactement réalisé de ce point de vue-là. Et après, on a juste des toutes petites esquisses au crayon, et à la plume pour, les premières idées, les premiers, et qui vont être un peu différents dans la chapelle. Donc on est en plein dans le processus créatif et c'est toujours, dans notre domaine, le dessin, ouais, ce qui est passionnant et ce qui est miraculeux, c'est de se retrouver aujourd'hui en 2026, on se replonge, on est en 1865, 6, 7, 8 avec lui en train d'esquisser, ce qui va être réalisé, par la suite. Ce qui est formidable aussi, c'est que dans la collection, qui a été conservée par la famille Trichetti, il y a aussi des œuvres, de Suzanne Durand qui était son élève, sa collaboratrice, son amante et on voit aussi les influences de ce travail de la chapelle sur l'œuvre de Suzanne Durand et notamment sur ce buste spectaculaire de Ruth, puisqu'en fait, les femmes de l'Ancien Testament étaient un des sujets, pris par, Trichetti, pour le décor et ce buste de Ruth de Suzanne Durand, il est complètement influencé par ces dessins préparatoires, Oui. du décor. Donc il y a en plus, ce croisement, ce chassé-croisé entre ces 2 artistes qui sont visibles dans ce contexte de chantier de la chapelle Wesley. Ça, c'est vraiment Je crois que incroyable. Suzanne Durand, puisqu'on commence à en parler, c'est très bien, c'est une des grandes révélations de ce catalogue, hein. Parce que Suzanne Durand, personne ne connaît Suzanne Durand ici, hein, en France. Et aujourd'hui, on commence à la redécouvrir. Il y a des études qui ont été faites sur elle. On s'est rendu compte que, évidemment, d'abord, c'était une femme, hein, Suzanne Durand. Bon, alors, pour la petite histoire, effectivement, ça a été l'élève de Tricty, mais c'était aussi sa maîtresse, hein. Elle avait quand même été beaucoup plus jeune que lui, mais elle est quand même morte avant lui. Elle a eu au monde un enfant, donc ils ont eu quand même, donc Tricty a eu une descendance, même si c'était une descendance cachée au démarrage, hein. Paul Harvey, donc c'était le fils de Suzanne Durand, qui était donc le fils de Tricty. Et Suzanne Durand, aujourd'hui, on se rend compte que non seulement c'était une sculptrice importante, mais on connaît pas grand-chose d'elle. Et vraisemblablement, son Ruth, donc la Mmh. sculpture que nous avons dans la vente, c'est vraisemblablement, si c'est pas son chef-d'œuvre, Ouais, en ouais. tout cas, ça doit pas être très loin d'être sa pièce la plus importante. Et c'est quand même extraordinaire. Après, moi, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la psychologie, de tout ça, mais Ruth et Bose, c'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve à se marier avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Et bon, bref, c'est toute l'histoire de Ruth et Bose. Et comme par hasard, c'est ce buste-là qui reste dans la famille Tricty, et c'est pendant son grand chef-d'œuvre, parce qu'elle a fait ça, et elle a fait aussi tous les médaillons de la chapelle Wolsey Ouais, de la famille Oui. impériale, de la famille royale d'Angleterre. Oui. Donc elle a quand même, c'est C'est très Elle est important pour elle est elle. devenue, la sculptrice officielle de la reine Victoria. Elle a même réalisé un portrait de la reine Victoria qui malheureusement a été détruit. C'est une des premières femmes, sculptrices professionnelles, en Grande-Bretagne et sans doute aussi, dans le monde. Un côté féministe aussi, elle en parle, c'est important, c'est pas à négliger, et elle fait un beau portrait aussi de Trichetty, mais c'est vraiment une femme importante, en Angleterre beaucoup plus qu'ici, Et un portrait de Blanche, et un en portrait, médaillon, ouais. inspiré des portraits, de la famille, de la reine Victoria qu'elle a réalisé justement pour, la chapelle du prince Albert. Ça, c'est une vraie révélation, de la vente et pour la petite histoire, il y a un buste que nous présentons, qu'on a intitulé Muse, réalisé par Trichetti dans les années 50 et qui, là encore, dans le va-et-vient du processus créatif des 2 sculpteurs est vraiment important parce qu'en fait, on se rend compte que Suzanne Durand, elle a réalisé aussi un buste d'une, féministe, américaine qui reprend, la même idée, la même composition et on peut même se demander si ce portrait de muse, ce serait pas Suzanne Durand qui l'aurait représenté sous des traits très allégoriques. Ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais, c'est va-et-vient en fait entre Suzanne Durand, Tricty, les sujets, rien n'est laissé au hasard.
Et donc Suzanne Durand va être aussi la grande amie donc la princesse Victoria. Donc on va peut-être parler un petit peu de la princesse Victoria, puisque c'est un des acteurs essentiels, une des actrices essentielles de la vente, puisque donc les liens qu'il va y avoir avec ce trio, hein, Mmh. entre Vicky, la princesse Victoria, le Tricty, le baron, et Blanche, ça va vraiment être un trio important, et Suzanne Durand, le quatrième, enfin plutôt les trois femmes et le baron. Et entre les trois femmes, il va y avoir d'interactions. Et ils vont faire des voyages ensemble. La princesse Victoria va accueillir Suzanne Durand en Prusse Pour faire les dans portraits. et va lui prêter son atelier, Mmh. parce que donc la princesse Vicky était très axée sur les arts. Comme son père d'ailleurs, Et prince oui, Albert. comme son père, et grâce à l'éducation de son père, Mmh. ce qui lui donnait probablement une grosse bouffée d'oxygène en arrivant à la cour de Prusse, qui était sous la férule Hohenzollern, et où l'ambiance n'était pas vraiment la rigolade. La pauvre princesse Vicky en a beaucoup souffert. Je pense qu'elle devait se réfugier aussi dans la sculpture et le Certainement. dessin et les différents arts pour penser un petit peu à autre chose. Et on a des choses exceptionnelles dans cette vente, justement, des pièces qui ont été faites par la reine elle-même, par la princesse elle-même, Et et qui ont été offerte. offertes au baron de Tricty. C'est pour dire à quel point les liens étaient vraiment serrés. Et notamment, il y a ce vase absolument extraordinaire sur la moisson de la mort, enfin dont le thème est les moissons de la mort, qui est quand même un vase donc peint par la reine d'Angleterre, offert, enfin par la reine, pardon, par la princesse d'Angleterre, la princesse de Prusse, offerte par la princesse Vicky au baron de Tricty en 1871. Donc on est en pleine guerre entre la France et la Prusse. Et le Mmh. sujet de ce vase, c'est la moisson de la mort. Et quand on pense à la francophobie des Allemands à cette époque-là, et les difficultés qu'avait la princesse Victoria pour pouvoir avoir ne serait-ce que des relations écrites avec des Français, dont le baron Tricty, on mesure le poids, l'importance de ces cadeaux, de ces échanges, et aussi le signe de l'indépendance de la princesse qui dit, bah, moi, d'accord, vous m'empêchez de faire tout ça, mais je vais quand même montrer que l'amitié, c'est quand même quelque chose d'important, et que je suis pas favorable à cette guerre Oui, fratricide. d'ailleurs, elle intercède en la faveur de la ville de Montargis à la demande de Tricchetti, pendant la guerre pour pas que la ville soit, complètement ruinée. Ah, ben, Elle intervient politiquement, pour aider son amie. on a un dossier Mmh. dans la vente qui est exceptionnel. Moi, je trouve vraiment un des dossiers les plus extraordinaires qu'on puisse trouver dans cette vente. Et c'est vraiment exactement ce dont tu parles, c'est-à-dire Mmh. en 1871, la région de Montargis est envahie donc par les Prussiens. Et il y a des Allemands qui sont ils font prisonniers, ils prennent des otages, hein, notamment le maire de Montargis, et ils demandent une amende absolument colossale à la région, qui doit nourrir tous ces soldats, mais aussi enfin, vraiment beaucoup d'argent, beaucoup trop. Et la région, enfin le Montargis, les personnalisés de Montargis, les notables, vont faire appel à Tricty, qui est réfugié dans son château. Il est assez âgé, hein, à cette époque-là, et ils vont lui demander Mmh. d'intercéder en leur faveur. Et dans le dossier, il y a des échanges, des lettres, des laissez-passer entre le prince, hein, le futur empereur d'Allemagne d'ailleurs, qui est Frédéric, futur Frédéric III d'Allemagne, et qui est encore tout jeune, prince de Prusse, et son père, et toute la famille, en disant: «Mais essayez de faire quelque chose pour qu'on soit moins taxé.» Et le prince répond: «Bah, moi, je peux pas agir directement, parce que à ce moment-là, il est dans l'armée, donc c'est pas ma région, mais je vais demander à ce que les amendes soient appliquées de manière mollement.» J'en avais mieux, quoi. Ouais. Et c'est ce qui va se passer. Il y a tous ces échanges, et c'est historique, c'est C'est extraordinaire. historique et c'est une partie de l'histoire de France qu'on connaît super mal. C'est entre deux, on connaît pas bien. Et là, ce dossier-là, on rentre dans cette Mmh. histoire de France de plein pied. On va en Prusse, en Angleterre, on rencontre Pierre Loti, tout le monde est Le général Lee, le général Lee qui est là. Enfin, c'est assez dingue. C'est vraiment ça. et effectivement, tu soulevais cette histoire de Pierre Loti, parce que là, on va peut-être parler un tout petit peu de Blanche. Mmh. Ouais. Blanche,
totalement oubliée aujourd'hui, hein, Ouais. alors qu'elle a quand même publié un certain nombre d'ouvrages. Elle a raconté ses voyages en Égypte, hein, on a d'ailleurs le manuscrit de son roman, son voyage en Égypte. Et elle est surtout connue. Enfin, il y a une publication par Hervé Duchesne de sa correspondance, une correspondance extraordinaire avec deux personnages très importants, qui est donc Pierre Loti d'un côté, et cette correspondance avec Pierre Loti, qui est plus romanesque, c'est C'est pas possible. incroyable. Donc Blanche, qui doit un petit peu s'embêter, quand même. Mmh. C'est une femme du monde, hein, elle a une cour, Tiens, elle a ça des vous salons, tout ça. Mais elle s'ennuie un peu et elle est férue d'orientalisme et elle se prend de passion pour Pierre Loti, qui est encore tout jeune écrivain, matelot. Il est marin et elle va entamer une correspondance avec lui Mmh. sous pseudo. C'est-à-dire elle se fait appeler Warda la Rose. Warda, c'est rose en arabe, donc elle apprend l'arabe, elle est férue d'orientalisme. On a dans la vente, on a un album de photos. On voit une photo de son intérieur à l'oriental, exactement comme chez Pierre Loti. Et ils vont avoir une correspondance. La première fois qu'il la voit, elle arrive Masquée. masquée. Elle arrive à la gare de La Rochelle, elle raconte ça vachement bien. Elle arrive avec un masque pour pas qu'ils se reconnaissent parce qu'ils avaient cette correspondance qui était un peu amoureuse, mais c'était quand même un peu flou, il y avait du non-dit, etc. Et elle arrive à la gare pour rencontrer Pierre Loti avec qui elle écrit depuis plusieurs années. Elle arrive avec un masque, c'est complètement dingue. Voilà. Alors elle est plus âgée que lui, elle cache son âge, Ouais. elle se rajeunit un petit peu. Mmh. Donc il y a toujours ça flirte un Ouais. petit peu. Elle écrit avec une écriture, qui est pas la sienne. Enfin, elle transfigure son écriture en la masquant pour pas que ce soit reconnu, Ouais. par les gens de son entourage, sa famille. Et ça passe son temps à aller à la poste, déposer une lettre, mais pas par elle, avec une amie qui va le poser. Il y a des courriers officiels, des courriers officieux, alors qu'il se passe rien, hein. Mais Mais c'est elle publie aussi dans la revue des Deux Mondes des choses qui sont beaucoup plus abouties. Enfin, c'est une personnalité vraiment importante de la vie parisienne et le portrait qu'on a dans la vente, qui est un portrait absolument magnifique, elle est encore très jeune et son père la portraiture avec ce système de buste médaillon dont il s'inspire de l'Antiquité et de la Renaissance. C'est un truc assez sophistiqué et en même temps très intime. Elle est toute jeune et on sent déjà que son père l'adore parce que c'est la fille chérie du baron de Trichetti et il sent déjà que c'est un personnage incroyable qui va être un personnage romanesque et dans le portrait qu'on a en buste, on ressent vraiment ça. c'est une pièce magnifique. Ouais. Et On a un autre portrait d'elle aussi dans la vente qui, elle, ce portrait, lui, a été réalisé par Suzanne Durand plus tard, où elle est représentée en vraie femme du monde, avec une coiffure très aboutie, une femme très à la mode, Elle est très déjà haut mariée. placée. Elle est peut-être pas encore mariée avec, quand elle est Child, peut-être, je sais pas. probablement si. Mais oui, on a ces deux très beaux portraits d'elle à des âges différents, mais qui présentent Qui ont déjà repris tout son caractère. Mm. Suzanne Durand la sculpte de la même manière qu'elle sculpte les personnages de la famille royale pour la chapelle Wolsey, avec le même système. Il y a des vrais liens entre les 2 œuvres. Puis Et alors on a tous les dessins intimistes de Trichetti avec ses enfants en bas âge, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce qui est toujours... voilà, là, on est à l'intérieur du château, dans la maison avec eux. Ils sont en train de dormir, ils sont de face. C'est que toute personne qui a un peu côtoyé les artistes, leurs premiers sujets sont toujours leurs femmes, leurs enfants, leur intérieur. C'est la source d'inspiration la plus précieuse et la plus intime qui les suit D'ailleurs, à propos de portrait, il y a une pièce qui est un petit peu, peut-être sur laquelle on n'a pas assez insisté dans le catalogue notamment. Il y a une huile de Tricti et on en a fait très peu parce qu'il a commencé sa carrière en étant élève d'Archin, Il a commencé élève comme d'Ersan, ça. Ouais. et puis à partir de 1830, il arrête, plus jamais. Mais on a une peinture dans la vente et j'y pense parce que au musée de Montargis, qui a quand même une salle entière dédiée à Tricti, dans laquelle d'ailleurs ils insistent beaucoup Ouais. sur le personnage Merci. important, qui a fait beaucoup de donations, qui est à la base du musée. Il a même C'est dessiné Blanc les qui a salles. C'est même offert. lui qui dessine les salles du musée. Il s'implique beaucoup dans la création de ce musée. Donc il est complètement dedans. Ils ont une peinture au musée, ils en ont pas deux, ils en ont une. Et ils disent, ben voilà, on a une peinture de Tricti et c'est probablement une des très très rares peintures que l'on connaisse et qui soit connue. Ben, nous, on en avait une deuxième. Et c'est amusant parce qu'on avait, moi, ce portrait, quand je l'ai vu, je me suis bien demandé ce que c'était. Et apparemment, ce serait un portrait de son père. Et à la manière de la Renaissance. Donc c'est un personnage, mais effectivement, donc, tu disais, il y avait beaucoup de dessins de ses enfants, mais on a ce portrait de son père, qui est comme une huile très rare, donc de Tricti, puisqu'il n'est pas réellement connu pour ça. Et je voulais aussi rajouter une chose sur les correspondances de Blanche, puisque Blanche a aussi correspondu avec un personnage qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, et puis ça le...
Pardon? Un grand Eh archéologue. oui, il s'appelait Salomon Reynac, Mm. qui a été quand même donc directeur du musée Saint-Germain, qui a été qui a eu tous les prix, enfin qui était un espèce d'intellectuel absolument incroyable, premier au concours général dans à peu près toutes les disciplines, et qui était un chercheur, hein, qui était un fouilleur, un archéologue, qui a beaucoup travaillé. Donc ils font connaissance sur un bateau lors d'un voyage en Tunisie. Et avoir une correspondance. Et Reynac, c'est quand même important parce que ça nous lie. D'abord, c'est une fratrie avec le, avec la maison extraordinaire. le- Le prieuré à Saint-Germain-en-Laye. non, à Nice, son frère, Ah oui, la villa. Oui. Ouais, non, non, non. Kérylos, la villa Kérylos, hein, c'est lui qui va faire fabriquer ça dans un esprit aussi grec, hein, néo-grec. ouais. Et, ils vont être aussi très très liés avec l'affaire Dreyfus, puisque ils vont être parmi les tout premiers, parmi les 10 premiers Dreyfusards. C'est-à-dire qu'on sait que il y a eu les quelques premières personnes qui ont défendu Dreyfus, il y avait les Reynac. Et c'est quand même extraordinaire, hein, c'est lié, ils en parlent, on a une correspondance, on vend une correspondance entre Reynac et donc cette fois-ci Édouard Littchal, puisque à ce moment-là, Blanche est donc décédée, et il va raconter l'implication enfin, il va beaucoup parler de l'affaire Dreyfus, qu'il travaille, et notamment en disant, il y a les Dreyfusards, puis les anti-Dreyfusards, mais c'est tellement évident, tu vois, les anti-Dreyfusards, c'est tous les gens qu'on n'aime pas. Et c'est très amusant. Enfin, bref, on pourrait faire des liens avec les situations d'aujourd'hui. Mais c'est aussi des événements absolument dingues. On rentre dans une époque, c'est dingue. Donc tout ça aujourd'hui est une partie chez nous, études Adair, une partie au cabinet de Bézère, une partie au cabinet Lacroix-Jeanneste. Et donc tout ça va être ensuite rassemblé, transporté à Dreux, exposé le 10 et le 11 janvier 2026. Ça va faire une salle formidable. Licence Ouais, Octane 9, magnifique salle à Dreux. Puis même pour nous, on a chacun eu une partie sans avoir vu le tout. Ça va être juste extraordinaire. Maintenant qu'il y a ce très beau catalogue et de voir tous les objets au même endroit, ça va être à nouveau un moment historique. Dans la vie des experts, je sais qu'il y a 2-3 ventes comme ça, on se souvient toujours, mon père il me raconte toujours, ah, la vente un tel, la vente un tel, c'est il y a 50 ans. Il y aura la vraiment vente pas. Riquetti. Et il y aura la vente Riquetti, parce que c'est vrai qu'on rentre dans un atelier, on rentre dans une époque, on rentre dans la tête de l'artiste, dans la création, et ça, c'est des petits moments qu'on chérit dans notre métier, qu'on n'a pas souvent malheureusement, mais donc on a un grand plaisir. Et on a Le 10, 11 et 12. On a à Blaise Blanc Triquetti intime, parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire ressentir dans l'esprit. On est vraiment dans un domaine dans lequel il y a une provenance extraordinaire. Donc aujourd'hui, on vend beaucoup les provenances. On vend les objets, puis on adore avoir un pédigré comme ça, complet de la chose. Et là, on ne peut pas avoir mieux. On peut pas avoir mieux. Ça vient de la maison familiale, de la famille Triquetti, château. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et on va recréer en salle 9, le 12 février 2026, un univers. Et ce sera la dernière fois que cet univers sera ainsi rassemblé. Mais un univers qui nous permet aussi de voyager parce qu'on va aller en Angleterre, on va en Allemagne, on a la Campagne Blanche en Tunisie, en Égypte. C'est à la fois un seul endroit très intime et en même temps c'est une histoire avec un grand H. Voilà. Donc rendez-vous le 12 février et on est très excités par cette vente. Avec plaisir. Avec grand plaisir.